Pendant mon séjour à l'hôpital, mes parents et ma sœur ont dit à ma fille adoptive de 6 ans, Léa, qu'elle serait renvoyée à l'orphelinat. Tu dois faire de la place pour les vrais enfants, a hurlé ma sœur. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Le lendemain matin, toute la famille a tout perdu. Je venais de sortir de l'hôpital lorsque mon mari, Marc, m'a conduite chez mes parents pour récupérer notre fille. 3 jours. C'est le temps qu'elle avait passé là-bas. 72 heures, un clin d'œil pour un adulte, une éternité pour une enfant de 6 ans. Je m'étais dit que tout irait bien. Mes parents vivaient avec ma sœur, Sophie, et sa fille, Chloé, qui avait le même âge que Léa, une compagne de jeu toute trouvée, chez les grands-parents. Ça aurait dû aller. Mais dès que la porte d'entrée s'est ouverte, j'ai su que ce n'était pas le cas. Léa attendait dans l'entrée avec son petit sac à dos déjà attaché. Il était rempli de pyjamas et de jouets, les oreilles de son lapin en peluche dépassant de la fermeture éclair. Elle ne l'a pas lâché. Elle ne s'est pas jetée dans mes bras. Elle est restée là, petite et silencieuse, fixant le sol. Ma chérie, ai-je dit, les bras ouverts. Rien, pas un sourire, pas même un pas en avant. Derrière elle, ma mère est apparue, toute souriante et joyeuse. Oh, vous êtes là. Elle a été un ange. Un ange ? Bien sûr. Si par ange vous entendez une enfant qui a l'air d'avoir assisté à un crime. Sophie est arrivée ensuite. Chloé s'accrochait à son côté. Chloé souriait, avec cette suffisance que seule une enfant qui n'a jamais entendu le mot « non » peut afficher. Les yeux de Sophie se sont posés sur moi et sa bouche s'est tordue en un léger sourire en coin. Mon estomac s'est serré. Marc a tendu la main vers le sac à dos de Léa. Prête à rentrer à la maison, ma puce ? Elle a hoché la tête une fois, raidie. Pas de câlin, pas d'étincelle, pas le flot habituel de bavardage, juste le silence. Nous sommes partis rapidement. Je ne pouvais pas supporter une seconde de plus le faux sourire de ma mère ou le regard de victoire de Sophie. Le trajet en voiture a été pire. Léa était assise à l'arrière, son lapin serré sur ses genoux, fixant la fenêtre. Normalement, elle parlait tout le chemin du retour. Ce que Chloé avait dit, ce qu'elles avaient mangé, un nouveau jeu qu'elles avaient inventé. Mais ce jour-là, rien. Je me suis tournée dans mon siège. Tu t'es amusée chez grand-mère ? Une pause, puis un haussement d'épaules. Tout va bien, ma chérie ? Sa petite voix était à peine audible. Est-ce que je prends trop de place ? Les jointures de Marc ont blanchi sur le volant. Quoi ? Mon cœur a battu la chamade. Je peux être petite, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas besoin de beaucoup de jouets. Je l'ai fixé. Qui t'a dit ça ? Mais elle a juste serré l'oreille de son lapin plus fort et a fixé la fenêtre avec plus d'intensité. De retour à la maison, les choses ne se sont pas améliorées. Léa a plané dans le couloir, son sac à dos toujours attaché comme si elle n'était pas sûre d'être à sa place. Tu peux poser ton sac, ai-je dit doucement. Nous sommes à la maison maintenant. Aucun mouvement. Ma chérie, remets ton jouet dans la boîte avant le dîner. C'est là qu'elle a craqué. Elle a laissé tomber le lapin comme s'il la brûlait, l'a poussé dans le bac à jouets et a éclaté en sanglots. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'il était dehors. Je serai sage. Je ferai de la place. S'il te plaît, ne me renvoie pas, j'ai figé. Marc s'est agenouillé instantanément. Léa. Personne ne te renvoie nulle part. Mais elle a secoué la tête sauvagement, sanglotant si fort que ses mots sont sortis en halètements brisés. Tati a dit. Tati a dit, je dois faire de la place pour les vrais enfants. Elle a dit que je retournerai à l'orphelinat. Les mots m'ont transpercé comme du verre. Je me suis agenouillée à côté de Marc, la serrant contre moi. Elle tremblait si fort que je pouvais le sentir dans mes os. Écoute-moi, ai-je dit, d'une voix ferme et douce, forçant chaque once de calme dans ma voix. Tu es ma fille. Tu n'iras nulle part. Ses grands yeux mouillés se sont posés sur les miens, désespérés. Mais Tati a dit. Tati s'est trompée. Mon ton était glacial. Tu es à moi, toujours. Ses sanglots se sont ralentis, mais le mal était fait.
Le lapin pendait de sa main comme une victime de guerre. J'ai embrassé son front, lui lissant les cheveux, la berçant doucement jusqu'à ce que sa respiration s'apaise. Marc lui a frotté le dos, silencieux. Mais moi, mon esprit s'emballait déjà. Sophie. Sophie, qui m'avait souri dans ce couloir comme si elle avait déjà gagné. Sophie, qui avait l'audace de dire à ma fille qu'elle n'était pas suffisante. Ils pensaient pouvoir la briser en 3 jours. Ils se sont trompés. Plus tard cette nuit-là, après que Léa se soit enfin endormie, recroquevillée autour de son lapin, je me tenais dans la cuisine avec un verre d'eau, fixant l'obscurité. Marc planait dans l'embrasure de la porte, incertain de devoir parler. Je n'ai pas parlé. Pas encore. Tout ce que j'entendais, c'était la petite voix de Léa tremblante. Je ferai de la place. S'il te plaît, ne me renvoie pas, et tout ce que je pouvais ressentir, c'était le feu qui montait dans ma poitrine. Ils avaient dit à ma fille de faire de la place pour les vrais enfants. Ils n'avaient aucune idée de la tempête qu'ils venaient de déchaîner. Je n'ai pas toujours su ce que signifiait être la mal-aimée. Enfant, je pensais que c'était normal que ma sœur Sophie ait la plus grosse part de gâteau pendant que j'avais les miettes. Normal qu'elle soit applaudie pour colorier en dehors des lignes pendant que je me faisais gronder pour ne pas rester à l'intérieur. Normal que chaque photo de famille donne l'impression qu'elle était le prix et que j'étais l'accessoire. Ce n'était pas normal. C'était du favoritisme. Mais je n'avais pas les mots à l'époque. Sophie était l'enfant en or, toujours. Elle pouvait renverser du jus sur le tapis et être qualifiée d'esprit vif. Je pouvais ramener des 10 dixièmes à la maison et me faire demander pourquoi ce n'était pas des 10 plus 10. Vous voyez le tableau. Et vous savez quoi? J'ai tout avalé. J'ai appris mon rôle. Rester tranquille. Être utile. Ne pas trop en attendre. Mais certaines choses restent avec vous, enfouies sous votre peau comme des échardes. Des années plus tard, j'ai épousé Marc. D'où Marc, averse au conflit. Et nous avons essayé d'avoir des enfants, et essayé, et essayé. Chaque mois, un nouvel échec. Chaque rendez-vous chez le médecin, un nouvel espoir qui s'effrite. Finalement, le verdict est tombé. Mes chances de concevoir étaient quasi inexistantes. Alors, nous nous sommes tournés vers l'adoption. Ce n'était pas un caprice. Ce furent des années de paperasse, d'entretien, d'attente et de prière pour qu'un enfant devienne le nôtre. Et puis Léa, 2 ans, les yeux écarquillés, prudente au début, mais mienne dès l'instant où je l'ai vue. Elle a 6 ans maintenant, brillante, têtue, une petite tornade d'honnêteté. Elle sait qu'elle est adoptée. Nous ne lui avons jamais caché, mais elle ne se souvient pas de l'orphelinat. À 2 ans, on ne garde pas ses souvenirs. L'orphelinat pour elle est juste un mot effrayant qu'elle a appris dans les livres ou les films, le genre où des enfants tristes regardent par les fenêtres. Elle n'en a aucun souvenir réel, ce qui rend encore pire le fait que quelqu'un l'ait utilisé contre elle. Au début, ma famille a mis ses masques polis, ses sourires forcés, son enthousiasme fin. Oh, c'est merveilleux, disait-il. Bien sûr, nous la traiterons comme une membre de la famille. Mais je le sentais. La raideur dans leurs câlins. La façon dont ma mère tapotait la tête de Léa comme si c'était l'enfant d'un voisin, pas sa petite fille. La façon dont le sourire de Sophie n'atteignait jamais ses yeux. Et puis les commentaires ont commencé. Toujours subtils, toujours enrobés de sucre. Ça doit être différent d'avoir les siens. Elle saura toujours qu'elle n'est pas vraiment la nôtre. De petits couteaux déguisés en observation. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Léa m'avait. Elle avait Marc. C'était suffisant. Mais je me suis trompée. Parce qu'alors le miracle est arrivé. Contre toutes les prédictions, toutes les statistiques. Je suis tombée enceinte. 1 cas sur 1000. Le médecin a dit que c'était un coup de chance. Un cadeau. Et j'étais folle de joie. Non pas parce que Léa n'était pas suffisante, mais parce qu'elle l'était. Je voulais qu'elle ait un frère ou une sœur. Je voulais 2 enfants à aimer également. La réaction de ma famille, pas de joie, pas de célébration, quelque chose de plus froid. Eh bien, maintenant tu auras un vrai enfant, a dit ma mère, d'une voix mielleuse. Regrettes-tu d'avoir adopté maintenant,
a demandé Sophie avec ce sourire en coin que je connais trop bien. Le bébé aura besoin d'espace. Ça pourrait devenir compliqué de grandir avec une étrangère dans la maison, a marmonné mon père. Une étrangère. C'est comme ça qu'ils appelaient ma fille. Chaque fois qu'ils disaient des choses comme ça, je souriais d'un air pincé et je le rangeais. Mais à l'intérieur, je le sentais. Les échardes de mon enfance se tordaient tout en même temps. Et puis il y a Chloé, la fille de Sophie. Le même âge que Léa, mais on croirait qu'elle descend de la royauté à la façon dont mes parents la traitent. Les dessins de Chloé sont encadrés sur le réfrigérateur. Ceux de Léa sont laissés sur la table jusqu'à ce qu'ils finissent accidentellement à la poubelle. Chloé est appelée « notre petite princesse ». Léa. Oh, elle est « polie ». Polie. C'est ce que vous appelez un collègue, pas votre petite fille. Léa l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Les enfants remarquent toujours. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je pouvais le voir. La façon dont ses épaules se courbaient un peu quand Chloé était couverte de louanges. La façon dont son sourire faiblissait quand son propre travail était ignoré. Puis l'alerte à l'hôpital. 3 jours sous observation, branché au moniteur, convaincu à tout moment que je perdrais le bébé. Heureusement, tout s'est bien passé. J'ai été libérée, en bonne santé, enceinte, soulagée. Mais pendant mon absence, ma famille s'était affairée à rappeler à Léa la place qu'ils pensaient qu'elle occupait. Ils ne l'ont pas seulement comparée à Chloé. Ils l'ont comparée au bébé que je portais encore. Et à leurs yeux, Léa passait en dernier. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le regard dans ses yeux quand je l'ai ramenée à la maison. Elle les avait crus. Et c'est à ce moment-là que ma peur a cédé la place à la rage. Parfait. Merci d'avoir clarifié exactement ce que vous voulez. Je livrerai la 3e partie avec la même voix et le même rythme que les parties 1 et 2, brutes, tendues, parsemées d'humour sec et pleines de suspense. Environ 1200 mots, pas de répétition, pas de dérive vers la 4e partie. Ce sera le chapitre de l'affrontement. C'est parti. C'était un samedi matin quand Marc et moi nous sommes finalement rendus chez mes parents. Léa était en sécurité à son cours de danse, virevoltant à travers les routines, petite araignée, avec d'autres enfants de 6 ans, inconsciente de ce qui allait se passer, ce qui était une bonne chose. Ce que j'avais prévu n'était pas pour de petites oreilles. Le trajet en voiture fut silencieux. Les mains de Marc serraient un peu trop fort le volant, ses jointures pâles. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il demandé. J'ai tourné la tête lentement, lui lançant le genre de regard que seule une femme poussée au-delà de ses limites peut donner. Je suis très enceinte, très fatiguée et très exaspérée. Alors oui, je suis sûre. Il s'est tu. Homme intelligent. Au moment où nous sommes entrés dans l'allée, mon estomac ne battait pas de nervosité. Il bourdonnait de rage, chaude et électrique, le genre qui s'installe dans vos os et vous maintient stable. Tout le monde était là. Ma mère s'agitant avec un plat de biscuits comme si elle auditionnait pour le titre de meilleure grand-mère du monde. Mon père, sentinelle silencieuse aux bras croisés. La version humaine d'une serpillière mouillée. Sophie perchée sur le canapé comme une reine. Son mari à ses côtés, acquiesçant docilement à toutes les absurdités qui sortaient de sa bouche. Et Chloé, bien sûr, étendue sur le tapis avec des crayons et un public qui applaudissait à chaque ligne qu'elle dessinait. C'était un tableau familial, normal en surface, pourri en dessous. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. « Qu'est-ce que vous avez dit à ma fille ?» Ma voix était aussi tranchante que du verre brisé. La pièce est devenue silencieuse. Même Chloé a arrêté de colorier. Ma mère a levé les yeux la première, un sourire déjà collé comme du glaçage. « Oh, Julie, ne sois pas dramatique. » Léa a mal compris. Mal compris. Mon rire était sec, sans humour. Parce qu'elle est rentrée en sanglots en disant que sa tante lui avait dit qu'elle devait faire de la place pour les vrais enfants. Sophie s'est redressée, ses lèvres tressaillant dans ce sourire en coin familier. Elle était dans l'espace de Chloé. Elle a besoin d'apprendre les limites. Les limites, ai-je rétorqué. Elle a 6 ans, Sophie. 6 ans. La seule limite qu'elle devrait apprendre est de ne pas manger de colle. Marc s'est raclé la gorge,
mais j'ai levé la main pour le faire taire. C'était mon combat. Mon père a finalement parlé, sa voix basse et mesurée. Tu es trop sensible en ce moment. Tout te semble plus grand à cause de la grossesse. Ah, oui. Le coup classique de la famille. Me faire douter de mes propres oreilles. Sensible? J'ai incliné la tête. Drôle. Je pensais que la sensibilité, c'était de ne pas dire à une enfant qu'elle est jetable. Sophie a levé les yeux au ciel. Personne n'a dit qu'elle était jetable. Vraiment, ai-je rétorqué. Parce qu'elle m'a dit que sa tante lui avait dit qu'elle retournerait à l'orphelinat. Ça ne ressemble pas exactement à un moment de carte de vœux. Sophie s'est agitée sur son siège juste assez pour confirmer que j'avais touché la corde sensible. Son mari lui a serré le genou comme s'il était son animal de soutien émotionnel. Nous ne le pensions pas au sens littéral, a coupé ma mère, sa voix mielleuse. C'était juste pour la faire se tenir tranquille. Se tenir tranquille. C'était ça. Leur excuse favorite. Je me suis penchée en avant. Vous avez dit à une enfant qui ne se souvient même pas de l'orphelinat, mais qui en a assez peur, que si elle ne se tenait pas tranquille, elle serait renvoyée. Et vous pensiez que c'était acceptable? Silence. Le masque de Sophie s'est légèrement fissuré. Arrête de faire comme si Chloé et cette fille étaient égales. Elles ne le sont pas, ça y était, la partie cachée, dit à voix haute. Mon père n'a pas bronché. Ma mère n'a pas haleté d'horreur. Le mari de Sophie a hoché la tête comme si elle venait de prononcer le discours de Gettysburg. Leur silence était plus fort que n'importe quel mot. Je me suis assise, étrangement calme. Merci, ai-je dit doucement. Ma mère a cligné des yeux. De quoi? D'avoir enfin dit la vérité. Parce qu'à ce moment-là, la clarté s'est abattue sur moi comme une couverture froide et dure. Il n'allait pas changer. Il n'allait pas soudainement considérer Léa comme la leur. Il n'allait pas s'excuser. Il ne l'avait jamais accepté. Il m'avait à peine accepté. Marc s'est raclé la gorge à nouveau, cette fois plus fort. Ils ne changeront jamais, Julie. Je l'ai regardé et pour une fois nous étions parfaitement synchronisés. Non, ai-je dit, ils ne changeront pas. C'est pourquoi ils ne verront plus jamais mes enfants. Ma mère a haleté comme si elle n'avait pas été celle qui avait déchiré la valeur de ma fille avec un sourire. Ne sois pas ridicule. Nous sommes tes parents. Exactement, ai-je dit platement. Et les parents ne traitent pas leurs enfants de cette façon. Sophie a ricané. Oh, grandis un peu. Tu as toujours été jalouse. Jalouse? Ce vieux cliché. Le mot avec lequel il m'avait battue depuis que j'étais assez grande pour parler. J'ai souri d'un air pincé. Jalouse de quoi? Que tu sois le genre de personne qui dit à une enfant de 6 ans qu'elle n'est pas de la vraie famille. Félicitations, Sophie. Étoile d'or. Son visage est devenu cramoisi. Nous ne sommes pas restés longtemps après ça. L'air était toxique. Les murs se rapprochaient à chaque respiration. Marc et moi sommes sortis sans finir les biscuits, sans dire au revoir, sans regarder en arrière. Le trajet du retour fut silencieux, mais ce n'était pas un silence pesant. C'était clair. Définitif. Finalement, Marc a parlé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai regardé par la fenêtre, les maisons défilant à toute vitesse. Maintenant, on les coupe. Sa mâchoire s'est contractée. Tous. Tous. Je me suis tournée vers lui, ma voix aussi stable que la pierre. Il voulait de l'espace. Bien. Ils vont avoir plus d'espace qu'ils n'auraient jamais imaginé. Cette nuit-là, tandis que Léa dormait recroquevillée contre son lapin, je me suis assise à la table de la cuisine avec mon téléphone. Il y avait un groupe de discussion, bien sûr, un dans lequel j'étais depuis la nuit des temps. Des photos de Chloé, des rappels pour les dîners de famille, des tentatives de culpabilisation pour ne pas rendre à ses visites. Je l'ai ouvert, j'ai regardé le petit fil de messages. Puis, d'un seul glissement, j'étais partie, disparue. J'ai créé un nouveau groupe, juste des amis, quelques cousins en qui j'avais confiance, Marc, les gens qui comptaient vraiment. Et puis j'ai commencé à organiser ma fête prénatale.
Cette fois, ce ne serait pas moi qui supplierais pour avoir de l'espace. Ce serait moi qui le reprendrais. Les appels ont commencé dès que les invitations ont été envoyées. D'abord ma mère, sa voix un cri à l'autre bout du fil. Comment oses-tu nous exclure? Nous sommes tes parents. Puis Sophie, plus méchante. Tu es pathétique, Julie. Tu te caches derrière cette fille, tu la montes contre nous. Tu le regretteras. Mon père est intervenu aussi, bien que son ton soit plus calme. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. On ne coupe pas les ponts avec les gens. Vraiment? Parce qu'il me coupait depuis ma naissance, tranche par tranche, commentaire par commentaire. Quand j'ai cessé de répondre, les SMS ont commencé. Des paragraphes de culpabilisation, des menaces voilées, des tentatives de réécrire l'histoire. J'ai mis le fil en sourdine, les laissant crier dans le vide. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Oh non. Ils ont appelé tout le monde, ont raconté leur histoire à quiconque voulait l'entendre. Une cousine m'a appelé, l'air déconcerté. Julie, ta mère a dit que tu les avais bannis de la fête prénatale. C'est vrai? Oui. Elle a dit que c'est parce que tu es instable. À cause de la grossesse? J'ai ricané. Elle a dit à ma fille de 6 ans qu'elle n'était pas de la vraie famille et a menacé de la renvoyer à l'orphelinat. C'est pourquoi elle n'est pas invitée. Silence. Puis un « oh » stupéfait. La nouvelle a voyagé. Et à chaque « oh », une autre graine de doute était plantée dans l'arbre généalogique élargi. Samedi après-midi, la maison brillait. Des guirlandes collées dans le salon, un gâteau de mon amie Sarah sur le comptoir, des piles de petites assiettes roses et bleues. Des amis, quelques proches de confiance, des rires résonnant sur les murs. Léa filait entre les invités, distribuant des serviettes comme si c'étaient des cartes au trésor, annonçant fièrement qu'elle allait être une grande sœur. Elle rayonnait quand les gens l'appelaient « l'aide » ou « la meilleure grande sœur ». Pour une fois, elle n'était pas en retrait. Je voulais figer l'instant. Le garder en sécurité. Et puis la sonnette a retenti. Marc et moi avons échangé un regard. Il a secoué légèrement la tête, sachant déjà. J'ai ouvert la porte et ils étaient là. Ma mère tenant un gâteau de pâtisserie avec un glaçage affaissé. Mon père derrière elle, raide comme toujours. Sophie avançant à grands pas comme si elle possédait les lieux. Son mari traînant docilement un énorme sac cadeau. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de ma mère n'était que dans. Surprise. Nous ne pouvions pas rester loin. La famille, c'est la famille après tout. Derrière moi, je sentais mes invités s'agiter mal à l'aise. Certains n'avaient pas réalisé qu'ils n'étaient pas invités. Maintenant, la question flottait dans l'air. Pourquoi pas? Je me suis écartée. Parce que qu'est-ce que j'allais faire? Lui arracher le gâteau des mains et claquer la porte? Non, pas encore. Ils sont entrés comme des saints entrant dans une église. Ma mère a tendu le gâteau à Sarah, qui a failli le faire tomber, et a immédiatement annoncé à haute voix « Oh, quelle charmante réunion! Ce bébé va enfin réunir la famille comme il se doit. » Comme il se doit. Le mot est tombé lourdement, mais personne ne l'a contesté. Pas encore. Je me tenais près de la cheminée, les regardant se mêler avec un charme forcé. Sophie serrait son sac cadeau comme s'il était la preuve de sa dévotion, son mari acquiesçant à chacun de ses mots. Mon père planait silencieusement, l'ombre permanente du soleil de ma mère. La performance était parfaite en surface, mais de temps en temps, le poison transparaissait. Bien sûr, celui-ci est différent, a dit ma mère à un groupe près de la cuisine. Votre propre bébé. C'est juste spécial. J'ai vu les sourcils d'une cousine se lever, mais elle est restée silencieuse. Sophie, à moitié en train de rire près du saladier à punch. Chloé est tellement excitée. Elle dit qu'elle va tout apprendre au bébé. C'est différent, vous savez, quand c'est le sang. Le sang. Ce mot a plané comme de la fumée. Les invités se sont agités. Les murmures ont commencé. Pourtant, personne n'a rien dit. Je suis restée silencieuse aussi, calme, patiente, parce que je savais ce qui allait arriver. Le point de rupture est arrivé 10 minutes plus tard.
L'une de mes amies s'est accroupie devant Léa, souriant chaleureusement. Tu dois être tellement excitée d'être une grande sœur. Le visage de Léa s'est illuminé, timide mais fière. Elle a hoché la tête, serrant son lapin. Et Sophie, se penchant vers son mari, mais pas assez discrètement, a marmonné, s'il vous plaît. Ce n'est même pas une vraie sœur. La pièce s'est figée. Le sourire de Léa s'est effondré. J'ai eu froid à la poitrine. Sophie a réalisé trop tard qu'elle avait été entendue. Elle s'est redressée, les yeux fuyants, cherchant une échappatoire. Ma mère est intervenue rapidement, d'une voix mielleuse. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Mais il était trop tard. Avez-vous vraiment dit ça, a exigé ma cousine, les yeux écarquillés. Une autre invitée a secoué la tête avec dégoût. Comment avez-vous pu dire ça à une enfant devant elle? Léa s'est blottie contre moi, tremblante. La voix de Marc a transpercé le silence, stable et tranchante. Il est temps pour vous de partir. Le visage de Sophie est devenu écarlate. C'est ridicule. Vous déformez les choses. Non, ai-je interrompu, ma voix basse mais audible. Vous venez de montrer à tout le monde ici exactement qui vous êtes. Et je vous crois. Mon père a essayé une dernière fois. Nous ne le pensions pas comme ça. Tu réagis de manière excessive. J'ai éclaté de rire. Sec, amer. Réagir de manière excessive. Ma fille est rentrée en sanglots parce que vous lui avez dit qu'elle devait faire de la place pour les vrais enfants. Et vous voilà, prouvant qu'elle avait raison. Le masque de ma mère s'est fissuré. Sa voix a monté. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas simplement nous exclure. Regardez-moi faire. Le silence qui a suivi a été absolu. Ils ont balbutié des excuses, ont fait marche arrière, ont essayé de masquer leur gaffe. Mais la pièce avait déjà changé de camp. Les invités les ont fixés, les lèvres serrées de dégoût. Ils n'ont regagné personne. Et moi? Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de pleurer. J'ai juste montré la porte. Sortez. Sophie a rouvert la bouche, mais Marc s'est avancé, le visage de pierre. Elle a dit, partez. Et pour une fois, ils ont écouté. La porte s'est claquée derrière eux. Le gâteau a fessé abandonné sur mon comptoir comme une mauvaise blague. La pièce a laissé échapper un soupir collectif. Mais pas moi. Pas encore. Parce que ce n'était pas fini. Loin de là. Presque un an s'est écoulé depuis cette fête prénatale, et mes parents, Sophie et son mari, ne se sont pas approchés de moi, de Marc, de Léa, ou du bébé. Pas une seule fois. Bien sûr, ils ont essayé. La première tentative est venue quelques jours après la naissance. Un flot de messages. Nous voulons rencontrer le bébé. Mettons ça derrière nous. Derrière nous? Ils ont menacé de renvoyer ma fille de 6 ans à l'orphelinat. On ne met pas ça derrière soi. Je les ai ignorés. Ensuite, mon père est apparu maladroitement sur le perron avec un animal en peluche dans les mains. Marc ne l'a pas laissé dire un mot avant de fermer la porte. Et puis est venu le silence. Non pas parce qu'ils ont abandonné. Oh non. Parce que tout le monde a commencé à parler. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Ce que Sophie a dit, ce que mes parents ont permis. Comment ils sont restés là pendant que ma fille pleurait. Les gens étaient horrifiés. Des amis qui leur avaient autrefois accordé le bénéfice du doute ont coupé les ponts. Des cousins ont cessé de les défendre. Des voisins ont détourné le regard à l'épicerie. Ils pensaient pouvoir me diffamer comme étant instable. Au lieu de cela, ils ont brûlé leur propre réputation. Maintenant, quand leurs noms sont mentionnés, les gens ne disent pas « Oh, quelle charmante famille !» Ils disent « Ce sont ceux qui ont menacé de renvoyer leur petite fille à l'orphelinat. » C'est leur héritage. Pendant ce temps, ma vie est plus légère qu'elle ne l'a jamais été. Léa ne chuchote plus qu'elle doit faire de la place. Elle ne s'excuse pas d'exister. Elle est trop occupée à se présenter fièrement comme une grande sœur. Mes amis sont toujours là. Les proches qui comptent sont toujours là. Et ceux qui ne le sont pas, ils se sont effacés d'eux-mêmes. Ils voulaient de l'espace. Ils l'ont eu.
Et j'ai enfin trouvé la paix. Sur mon réfrigérateur, il y a une photo de Léa tenant son petit frère, souriant jusqu'aux oreilles. C'est ma famille, complète, et personne ne sera jamais renvoyé. Pensez-vous que j'ai bien agi? Ai-je été trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires.